Merci, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je pense là, c'est plus... Merci. Donc aujourd'hui, on est là pour se parler du UX et de personnalisation, donc de personnalisation online. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la thématique, mais en tout cas, l'expérience utilisateur, pour faire simple, c'est une méthode où on essaye de designer, ou en tout cas de penser une expérience en mettant l'utilisateur au centre, donc pour comprendre son besoin. Et la personnalisation, ça va être toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui de personnaliser l'expérience pour que ça réponde au mieux aux besoins de chaque client et de chaque utilisateur. Hop. Donc, je vais me présenter rapidement. Aujourd'hui, je suis senior designer chez AB Testy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une solution all-in-one pour optimiser les conversions en ligne, donc notamment par de l'AB testing et de la personnalisation. Avant, j'étais consultante chez Full Six Avas et j'ai monté une start-up dans l'aménagement de la maison via la réalité augmentée. Donc, je vous laisse mon Twitter si jamais vous voulez me suivre. Hop, c'est parti. Donc, quand on parle de personnalisation, les sujets en tout cas d'actualité, on aborde souvent la thématique autour de la data. Donc, c'est toutes les problématiques de data lake, de comment je vais pouvoir récolter ma data, la segmenter et analyser mes audiences. Donc, on a vraiment ce point de vue très data, très tech quand on parle de personnalisation en ce moment. Une autre notion qu'on entend pas mal sur le marché en ce moment, ça va être l'hyper-personnalisation. Donc, c'est-à-dire comment on va passer d'une personnalisation vraiment one-to-one par utilisateur. Donc, on a différents types de marketing. On connaît bien le one-to-many, on connaît pas mal le one-to-few, donc c'est-à-dire comment on va commencer à faire de la personnalisation par segment, notamment quand il y a eu les DMP. Et aujourd'hui, on parle de personnalisation par utilisateur. Si on se penche 2 minutes sur ce que c'est une personnalisation, c'est une combinaison d'actions qui sont assez complexes au final. C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne audience avec le bon contenu, sur le bon canal ou le bon support, au bon moment, donc respecter le contexte, et avec le bon format. Et tout ça, ça va donner une expérience utilisateur qui sera personnalisée. Et cette expérience qui est personnalisée, on va pouvoir la faire aux différents touchpoints de l'expérience, dire que in-store, mailing, emailing, on le fait déjà aujourd'hui notamment par de l'offre ou du retargeting, les notifications et le on-site. Le talk d'aujourd'hui, on va vraiment se focaliser justement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les conversions on-site et comment on va pouvoir faire une stratégie de personnalisation. Je vais aborder ce sujet du point de vue de l'expérience utilisateur et non pas de la data ou des problématiques tech. C'est-à-dire que là, l'objectif, ça va être de se dire comment je vais pouvoir mettre l'utilisateur au centre de ma personnalisation et comment je vais pouvoir créer des contenus, ou en tout cas des campagnes marketing qui répondent à un besoin utilisateur. Donc c'est parti. Pour cela, on va passer déjà une première phase sur l'intérêt de la personnalisation côté utilisateur. Parce que la personnalisation, même si on la voit du côté ROI, de se dire bah, super, c'est-à-dire que plus j'ai une offre personnalisée, plus ça va me permettre d'optimiser la conversion si je fais un code promo, si je commence à parler à mon utilisateur avec son prénom, à lui faire recommander des contenus qui l'intéressent. Il y a aussi le besoin que ça peut résoudre du côté utilisateur. Première problématique que ça va résoudre, c'est que prendre des décisions, c'est fatigant. Pourquoi c'est fatigant? Parce que normalement, en théorie, quand on veut prendre n'importe quel type de décision avant d'acheter un produit ou un service, il y a une intention, un besoin. On va faire une évaluation des choix possibles avec la balance coût-bénéfice au niveau de notre cerveau, ce qui va induire une action. Ça, c'est dans le côté rationnel. En réalité, en fait, régulièrement, quand on prend des décisions, on va faire un raccourci entre le besoin et l'action. Et en fait, ce raccourci-là, c'est des biais cognitifs qu'on a, ce qui nous permet en fait de prendre des décisions plus facilement dans la vie de tous les jours. Donc on a 2 systèmes pour prendre une décision. On a le système 1 donc, qui est automatique, donc ça va être justement, c'est là où on a les biais cognitifs. Et le système 2 qui va demander de la réflexion et qui va être travaillé à la demande. Donc le but, c'est toujours, quand on est dans une stratégie de personnalisation, en tout cas d'expérience client, de faciliter la prise de décision et du coup de diminuer cette charge cognitive, donc d'utiliser au minimum le système 2. Donc la personnalisation, elle va avoir un premier impact, c'est qu'elle va permettre de faciliter le choix pour l'utilisateur. C'est-à-dire que si on me présente que des options qui me correspondent au bon moment, ça va me permettre de pouvoir classer des options selon mon intérêt, ça va me permettre de faciliter ma comparaison entre les différentes options et de mettre en avant les bonnes informations. Deuxième point que la personnalisation répond en tout cas à un besoin utilisateur, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut ou ce qu'on aime. Donc la personnalisation, je vais vous donner quelques exemples.
elle permet de découvrir des nouvelles alternatives, des nouveaux contenus, et en tout cas de nous nourrir sur ce qu'on ne sait pas encore qu'on va aimer. Premier exemple, Facebook. Je suis arrivée à Strasbourg. Première chose que quand j'ai ouvert Facebook, je me suis retrouvée avec des événements aux alentours de Strasbourg, avec des thématiques qui sont déjà linkées à ce que j'aime ou ce que je pourrais aimer. Donc on est déjà dans la suggestion. On a des problématiques de cross-sell assez courantes, type sur tous les e-commerce, on va me proposer évidemment des produits qui correspondent à ce que j'ai déjà vu ou ce que j'ai déjà acheté, ça c'est assez classique. Foursquare, c'est la même chose. Dès que j'arrive à Strasbourg, on va me dire regarde, on sait que tu aimes, je ne sais pas, tu manges végétarien et que tu aimes les burgers, et ben on va me proposer directement les lieux qui correspondent à mes goûts, sans que j'ai rien demandé. Donc on va me faire découvrir, m'inciter à découvrir, et donc c'est une expérience qui est personnalisée et qui est satisfaisante. Et il y a le cas de Netflix qui va un peu plus loin dans la personnalisation, parce qu'il vous propose, en fait, il personnalise, je ne sais pas si vous le savez, les vignettes des séries. C'est-à-dire que si on a tous un compte Netflix et que vous l'ouvrez, on ne va pas avoir la même vignette pour la vidéo. C'est-à-dire que, imaginons que je regarde énormément de comédies, je vais avoir une vignette pour La Casa del Papel, par exemple, qui va être différente de quelqu'un qui regarde énormément de films d'horreur. Donc on va essayer de voir sur quel prisme on peut vous aborder pour vous inciter à regarder du contenu. Troisième point que ça résout, c'est que ça permet de gagner du temps, la personnalisation. Donc ça me permet de gagner du temps et d'économiser ma charge cognitive. Donc dans un état de stress, c'est-à-dire que par rapport à mon contexte ou ma géolocalisation, on va être capable de me recommander des actions ou des décisions à prendre d'une manière plus facile. Donc on va avoir le comportement on-site, ça va me permettre de tout ce qui est achat rapide et tout ce qui est facilitation de la décision. Un contre-exemple à ça, par exemple, je devais commander des cartes de visite très simplement en 2 heures pour une problématique au boulot. J'ai été sur le site de Copytop et en fait au moment où j'ai voulu faire mon action rapide avec l'achat en 1 heure, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans la bonne rubrique, j'avais déjà mis au panier, je me suis approchée du panier, j'ai une popine de rétention qui m'a dit « Hey, regarde un code promo, ne t'en va pas, regarde un code promo ». En fait là c'était clairement un mauvais ciblage de campagne marketing, parce que je suis dans une catégorie dans laquelle ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour avoir un code promo où j'allais pas partir ou sortir du site. Tout ce que je voulais, c'était juste qu'on me permette de commander très rapidement et qu'on me rassure sur la livraison, de me dire que je l'aurai bien dans les 2 heures qui suivent mes cartes de visite. Donc une bonne stratégie de personnalisation, c'est une stratégie de personnalisation qui va, 1, me faciliter le choix, 2, qui va m'inspirer, et 3, qui va me faire gagner du temps. C'est ça qui va faire que ça va être satisfaisant et que ça va être engageant. L'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si on me complique le choix, qu'on dit personnalisation, qu'on me fait perdre du temps, au lieu de faire une stratégie de personnalisation qui soit engageante, elle va plutôt être frustrante et je vais avoir de la distance avec la marque, le produit ou le service, parce que ce qu'on me recommande ne me correspond pas. Maintenant, on va passer à quelques petits tips pour optimiser la performance de vos personnalisations. Maintenant qu'on est clair de se dire, voilà, quel est le besoin utilisateur, on va pouvoir passer à l'optimisation de la performance. Personnaliser, il ne faut pas oublier, c'est comme faire un cadeau à quelqu'un. C'est la même comparaison. C'est-à-dire que normalement, plus on connaît quelqu'un, plus on est capable de trouver un cadeau qui va lui plaire. Si on tire un peu plus loin la comparaison, ça va être la même chose pour vos marques. C'est-à-dire qu'on a une problématique, c'est de se dire qu'au début, quand on fait de la personnalisation, c'est assez simple. Donc on va faire de la personnalisation sur, par exemple, les segments qui ont un programme de carte de fidélité, etc., etc. Donc on va faire des choses très simples à mettre en place. Et plus ça va au fil du temps, ce qu'on remarque chez nos clients, c'est qu'on a du mal à trouver des idées de personnalisation. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours à peu près les mêmes idées sur des popines de rétention, sur de la personnalisation marketing, donc de l'offre, mais on ne va pas aller plus loin que ça. Donc on est loin de la personnalisation one-to-one. Donc qu'est-ce qu'on peut personnaliser finalement online aujourd'hui? Le contenu, donc ça va être le message, les images, tout ce qui est off, code promo, la navigation, on l'oublie un peu souvent, mais tout ce qui est parcours de navigation, mise en avant de certaines catégories, ça va être, on va peut-être me mettre des éléments de réassurance ou modifier mon tunnel, mon panier, etc. Et le moment. Quelle est la forme et sous quelle interaction on va pouvoir me proposer cette interaction. La data, est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui pour faire ma personnalisation? Donc j'ai des données comportementales, j'ai des données clients qui me donnent de l'insight et qui va répondre à une des questions de ma personnalisation. Donc on a 5 questions qui sont qui, quoi, où, comment et quand pour faire une bonne perso. Et on remarque que la donnée en fait, que je vais récupérer, elle va me donner de l'insight, mais pas sur les 5 éléments. Régulièrement, je vais avoir que 2 réponses sur 5 ou 3 réponses sur 5. Donc comment on peut faire aujourd'hui pour solutionner ces zones d'ombre et être capable de faire une personnalisation qui soit le plus cohérente possible? On va faire de la recherche utilisateur. C'est là où on peut commencer à avoir
l'impact de l'UX, c'est de se dire que la recherche utilisateur, l'objectif c'est de comprendre pourquoi votre utilisateur il va acheter ce produit, pourquoi il va utiliser le service, dans quel contexte il est et qu'est-ce qui est important pour lui, c'est quoi son besoin. Et avec ce pourquoi, ça va pouvoir vous aider à générer de nouvelles idées pour vos personnalisations et après à les mettre en place. Donc c'est vraiment de se refocaliser sur le besoin initial de l'utilisateur. Je vous invite à voir le talk, je ne sais pas si vous le connaissez, de Simon Sinek sur Start with Why, qui est comment justement on replace le pourquoi dans la chaîne de valeur et comment on va pouvoir personnaliser une expérience et en tout cas même concevoir un produit ou un service en se concentrant sur le besoin de l'utilisateur. Donc l'UX, on va pouvoir avoir plusieurs apports à différentes étapes. Première étape, on va avoir le one-to-many. C'est-à-dire que le one-to-many, ça veut dire que je vais essayer de faire des personnalisations qui sont assez globales, qui sont sur des gros segments d'utilisateurs. Donc par exemple, je vais pouvoir cibler que mes porteurs de carte de fidélité ou que les utilisateurs qui ont fait un achat dans les 30 derniers jours pour leur faire de la recommandation. Je vais pouvoir cibler par exemple mes clients qui sont abandonnistes, donc je vais faire tout ce qui est pop-in de rétention. Une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est les personnalisations qui sont les plus faciles à mettre en place, on peut passer à les creuser un peu plus loin avec le one-to-few. Donc là l'objectif ça va être de se dire par segment d'utilisateurs, par typologie d'audience, je vais pouvoir activer des filtres par défaut, je vais pouvoir leur faire display des campagnes marketing sur des offres ou des coupons sur des segments. Je vais pouvoir modifier la navigation et modifier les catégories en tout cas à mettre en avant et commencer à personnaliser vraiment l'expérience par rapport à la personne, à un segment d'utilisateurs. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, avec l'UX, creuser en méthodologie, donc aller faire de la recherche utilisateur pour le one-to-few, pour savoir c'est quoi le besoin vraiment qu'il y a derrière. Et ça va pouvoir nourrir notre one-to-one derrière. C'est-à-dire que le one-to-one, c'est que si je dois adapter à chaque fois le titre de mon message avec le bon visuel pour moi personnellement en tant que personne et que me dire que une amie à côté qui est dans le même segment que moi n'a pas la même visualisation, c'est de se dire que la bonne offre, le bon message et le bon titre, je vais le récupérer de mon one-to-few. C'est-à-dire que je vais simplement me dire, ce one-to-one, aujourd'hui, je sais qu'on va faire une campagne, je ne sais pas, pour la fête des mères, que je suis une très bonne cliente, que j'ai déjà acheté, on a déjà plein d'éléments. Et ben on va pouvoir me cibler directement le bon bouquet de fleurs ou la bonne typologie d'offres, qui ne sera pas la même que quelqu'un d'autre. Donc, 3 objectifs pour l'apport de l'UX. 1, ça va nous permettre de différencier la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. C'est-à-dire que si vous prenez vos données, toutes les données que vous récoltez, vous savez ce que les gens font sur votre site. Ça, vous le savez. Vous savez comment ils le font et qu'est-ce qu'ils font. En revanche, vous ne savez pas pourquoi ils le font et quel est leur désir profond. Donc l'UX va permettre de solutionner l'amont en fait, de l'expérience client. Ça permet de créer des matrices et de pouvoir différencier qu'est-ce que les gens font et qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Parce que si vous basez vos comportements que sur les gens font, vous pouvez passer à côté d'opportunités business. Pourquoi ? Parce que, par exemple, c'est de se dire, aujourd'hui, j'achète sur Amazon, j'ai pas Prime, j'achète sur Amazon directement avec la livraison. Si j'ai pas compris l'offre ou si je sais pas qu'il y a une offre, je sais pas, moins de 25 ans qui me permet d'avoir Prime à 50%, je vais avoir un comportement où on peut me dire ça ne l'intéresse pas, alors qu'en fait c'est pas que ça n'intéresse pas, c'est qu'on a une mésincompréhension de l'offre. Deuxième point de l'expérience utilisateur, c'est qu'on va pouvoir, via la recherche utilisateur, identifier les micro-moments clés de l'expérience client. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez habituel si vous avez déjà travaillé avec la méthode UX. On a 5 étapes qui est recherche utilisateur, définition, design, prototype et test utilisateur. Et avec ça, on va faire tout ce qui s'appelle des personas et des user journées, c'est-à-dire qu'on va mapper l'expérience client. Et dans cette expérience client, on va essayer de comprendre c'est quoi les objectifs de l'utilisateur, c'est quoi les frustrations actuelles en utilisant le produit, le service ou votre site, donc les pertes de temps, les contenus non pertinents, dans quel contexte évolue votre utilisateur. Et en fonction de ça, on va être capable d'en déduire des opportunités derrière, des opportunités business et des opportunités de personnalisation. Troisième point, on va pouvoir adresser les 2 moments clés qui sont la première impression et la descente. C'est-à-dire que ça, c'est un conseil que je vous donne en tant qu'UX, c'est de vraiment faire attention à 2 moments dans vos expériences clients, qui est la première impression, parce qu'on a un biais qui s'appelle le biais d'ancrage, ce qui fait qu'on va retenir la première information qu'on va recevoir comme référence pour comparer avec toutes les autres informations. Donc la première impression, c'est quelque chose que vous allez garder en mémoire.
Donc faites attention aux premières impressions que vous pouvez faire quand vous allez créer, je sais pas, une nouvelle partie, une nouvelle rubrique, quand vous allez sortir un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité, etc. La première impression est très importante. Deuxième point qui est important, ça va être de travailler sur votre expérience client au niveau du pick and effect. Donc c'est-à-dire que quand on vit une expérience, on ne fait pas la moyenne de toute l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, bon, bah, il s'est passé ça, 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 je fais une moyenne et je vois si c'est une bonne expérience ou si c'est une mauvaise expérience. En fait, on va retenir le point le plus intense et la descente seulement. Donc tout ce que vous avez fait en amont, votre cerveau ne va pas le retenir. Ce qui l'intéresse, c'est de se dire c'est quoi le delta entre le point le plus intense et la fin de l'expérience. Donc en priorité, si vous voulez améliorer votre expérience utilisateur ou votre expérience client, focalisez-vous peut-être, notamment si vous êtes en e-commerce, sur l'achat et l'après-achat, surtout l'après-achat. D'accord ? Surtout les tunnels de conversion et tout le moment au niveau du paiement. Une stratégie de personnalisation, c'est de se dire si je sais que vous avez un moyen de paiement privilégié, mettez-le en place directement. Faites-moi gagner du temps. Ne me proposez pas 15 moyens de paiement. Proposez d'enregistrer la carte bancaire. Informez-moi si vous savez que la livraison, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je veux être livré toujours le jour même ou dans les 24 heures. Bah, dans votre confirmation, garantissez-moi, mettez-moi en avant cette information que vous allez bien me livrer dans les temps et que la promesse est respectée. D'accord ? D'être dans un critère de réassurance. Dernière partie, on va passer aux tips pour améliorer votre CRO. Donc juste une petite méthode assez simple. Se dire la première chose qu'il y a à faire quand on veut commencer à faire de la personnalisation, ça va être d'analyser vos segments d'audience. Donc regardez la data que vous avez, soulevez les zones d'ombre sur lesquelles vous n'avez pas de réponse, vous ne comprenez pas un comportement ou une utilisation de votre site, et essayez de creuser. Et pour ça, on va creuser en faisant de la recherche utilisateur pour comprendre le besoin vraiment profond que peut avoir vos clients. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes capable de mettre en place des stratégies qui vont reposer sur les deux types de personnalisation qu'on peut proposer, notamment via des outils, que ce soit des outils A/B testing ou de perso. Donc on a deux types de personnalisation. On a tout ce qui va être personnalisation comportementale, qui va être basé sur votre navigation, sur l'utilisation des filtres, sur le search, sur comment vous allez lire un contenu, comment la page va être organisée, sur les éléments de réassurance, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va être du comportemental. Donc de détecter est-ce qu'il est pressé, est-ce qu'il n'est pas pressé, quelles sont les informations qui vont l'intéresser sur une page. La personnalisation marketing, qui est une personnalisation un peu booster, dans le sens où à partir du moment où vous mettez un code promo ou une offre en ligne, il va y avoir forcément, ça va avoir un impact sur l'optimisation de votre conversion. Vous allez avoir un panier moyen plus élevé ou un nombre de transactions plus élevé. Donc ces deux types de personnalisation, elles n'ont pas le même effet. Et elles ne sont pas sur les mêmes timings. La comportementale, ça prend plus de temps de comprendre comment je peux améliorer votre parcours d'achat ou votre navigation sur un site en faisant des tests, versus de vous offrir directement moins 15 € sur votre prochaine commande. Là, on a une capacité de conversion plus importante et plus rapide. Donc l'important, ça va être de combiner bien les deux stratégies, de faire à la fois du long terme et à la fois du court terme. Attention aussi sur les personnalisations marketing d'offres, parce que si vous êtes un site web que vous proposez très régulièrement de la personnalisation, donc des coupons, votre utilisateur ne va pas vouloir acheter au prix de base. C'est-à-dire que si on a l'habitude de se dire que tous les 2 mois, on a compris que vous faisiez des campagnes où vous faisiez moins 20%, on va attendre gentiment les moins 20% par email ou en tout cas la sollicitation commerciale. Donc ça, il faut faire attention justement à toutes ces solutions, toutes ces personnalisations marketing d'offres, et de vraiment plutôt faire du comportemental. Le comportemental aide au niveau du service, c'est-à-dire que ça permet de faire une meilleure expérience utilisateur. Vous me faites gagner du temps, vous m'inspirez, vous me facilitez ma prise de décision. Le marketing, c'est je vous ai par le prix. Donc on n'est pas sur les mêmes stratégies. Et le dernier point, ça va être d'A/B tester évidemment vos personnalisations. C'est-à-dire que nous, chez A/B Testy, c'est ce qu'on recommande. On fait d'abord un A/B test sur une hypothèse en disant on va essayer de personnaliser, je ne sais pas, par exemple dans le tunnel, je vais essayer de remettre en avant la livraison, c'est-à-dire que le timing de la livraison, ça je vais le mettre en avant pour une typologie d'utilisateur, et ça je vais l'A/B tester. Je vais d'abord l'A/B tester et je ne vais pas l'A/B tester 1 semaine ou 2 semaines, je vais l'A/B tester sur un cycle business. Donc ça c'est votre cycle business. Est-ce que entre l'arrivée de l'utilisateur et l'achat, il se passe 1 semaine ou 3 semaines? Ça c'est selon votre typologie. On va être capable d'A/B tester sur cette durée et de se dire, OK, est-ce que cette personnalisation est intéressante, oui ou non? Est-ce qu'elle augmente votre conversion, oui ou non? Et surtout, sur quel segment elle augmente?
C'est-à-dire on va pouvoir regarder dans le rapport d'analyse de se dire, par exemple, est-ce que le fait d'avoir mis en avant la date de livraison au moment du paiement, donc cet élément de réassurance, est-ce que ça rassure, par exemple, je sais pas, un type de segment d'utilisateurs qui sont plutôt des seniors, ou est-ce que c'est plutôt, je sais pas, un type 25 ans, etc., etc. Donc pensez bien à A/B tester, et une fois que vous avez le résultat de votre A/B test, vous êtes capable de la mettre en place de manière pérenne, votre personnalisation en ligne sur un segment d'audience. Dernier point qui est important quand on fait de la personnalisation, faut faire attention à l'effet Big Brother. Donc le côté utilisation des données personnelles, c'est-à-dire que c'est un contrat avec votre utilisateur. C'est-à-dire que vous devez être dans la confiance. L'utilisateur, il vous donne, en fait, il vous livre de la donnée, que ce soit déclaratif ou que vous récupériez dans tout ce qui est comportement et navigation. Vous devez l'informer de ce que vous êtes en train de faire avec ces données. Vous ne devez pas le surprendre. C'est-à-dire que par exemple, si je ne vous ai pas donné ma date de naissance et que vous m'envoyez un email en disant super, bon anniversaire, tiens, tu peux utiliser ce code promo, c'est un peu étrange. C'est-à-dire qu'il va se créer une distance et c'est pas dit que je vous fasse confiance par la suite. Donc vraiment, faites une relation de confiance autour des données. Il n'y a pas de problème pour utiliser les données à partir du moment où c'est un contrat et que évidemment que ça améliore mon expérience utilisateur.